Bonjour, moi je suis le docteur Thierry Petitjean, praticien hospitalier, ancien chef de service du laboratoire de sommeil de l'hôpital de la Croix-Rousse, tout simplement parce que le sommeil, c'est une espèce d'homéostasie qui permet donc de retrouver un équilibre de tout ce qui s'est passé la journée d'avant. Donc la nuit va permettre de retrouver un équilibre tant au plan physique qu'au plan psychologique ou mental ou émotionnel. Alors, il n'y a pas d'heure en fait. Tout est un peu génétiquement programmé. Il y a des petits dormeurs physiologiques qui vont dormir 4 heures. Il y a des grands dormeurs physiologiques qui atteignent presque les 10 heures. La moyenne des êtres humains, c'est 8 heures. Alors, en fait, comment savoir si on dort bien ou mal? En fait, on va le savoir le matin. C'est-à-dire que si on se réveille et qu'on est en forme, qu'on a le sentiment d'avoir bien dormi, c'est en général qu'on a bien dormi. Si on a le sentiment d'avoir mal dormi, c'est qu'on a mal dormi. Et en fait, ça paraît peut-être une lapalissade, mais c'est un petit peu vrai quand même parce que tout va dépendre du nombre de réveils qu'on va avoir au cours de la nuit. Tous les êtres humains, de l'état de nourrisson à l'état de grande personne âgée, eh bien, on se réveille tous la nuit à la fin de chaque cycle. Ces éveils, ils peuvent avoir une durée variable, plus ou moins longue. La problématique, c'est quand on n'arrive pas réellement à se rendormir. Et finalement, des éveils, on va en avoir. Et si on a 4 à 5 cycles au cours de la nuit, eh bien, on va avoir 4 ou 5 éveils de plus ou moins longue durée. Et ça va être perçu par le dormeur comme étant supportable ou non supportable, non tolérable. Et donc ensuite, on bascule dans le domaine du pathologique, c'est-à-dire que quand on est obligé de se lever pour aller aux toilettes, pour avoir une miction, ou qu'on se réveille et qu'on n'arrive pas à se réendormir parce qu'on a des ruminations, parce qu'on a des soucis, parce qu'on est anxieux, parce qu'on est déprimé, eh bien tout cela va être finalement à l'origine de la durée de ces éveils intra-nuit et du fait qu'ils vont être perçus comme normaux ou gênants. Alors, qu'est-ce que l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire qui survient uniquement, comme son nom l'indique, au cours du sommeil et qui est caractérisé par, en fait, un spectre d'anomalies respiratoires, c'est-à-dire de dysfonctionnement respiratoire qui va du simple ronflement jusqu'à l'apnée vraie. Le simple ronflement, on le connaît, on a tout à fait la capacité, et il est parfois normal de ronfloter un peu quand on s'endort. Le problème, une fois que le sommeil est stable, on ne doit plus ronfler au plan physiologique. Si un ronflement persiste, c'est qu'il peut y avoir ou pas une maladie de l'apnée du sommeil. Ça commence dès le matin au réveil, justement. La personne va avoir un sentiment, justement, d'être fatiguée. Elle peut avoir des maux de tête, lesquels maux de tête vont disparaître assez rapidement en 20-30 minutes. Dans la journée, il va y avoir des coups de pompe, des fatigues, et notamment une somnolence possible, alors qui est surtout marquée après le repas de midi, mais qui peut très bien exister le matin, l'après-midi, le soir, n'importe quand en fait. Là où ça devient dangereux, c'est quand cette somnolence survient lors de la conduite automobile ou lors d'autres activités de type dangereuse potentielle. Imaginez toutes les personnes qui sont à des postes en sécurité à la SNCF, conducteurs de train, pilotes d'avion, etc. Il peut y avoir des problématiques. Les autres symptômes la journée, c'est l'irritabilité, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire des faits récents. Les gens n'arrivent pas bien à se souvenir de ce qu'ils viennent de faire, où ils ont mis leurs clés, leur épouse leur dit va chercher une baguette de pain, 10 minutes après ils ont oublié qu'il fallait qu'ils achètent une baguette de pain. Les autres symptômes, c'est aussi éventuellement les difficultés donc à faire du sport, par exemple. Quand on a une maladie de l'apnée du sommeil très sévère, on peut être essoufflé à l'effort. Alors, au sommeil, les symptômes, c'est premièrement le ronflement. Ça, c'est vraiment le symptôme cardinal. Il y a aussi le fait de se lever la nuit pour pisser. Il y a aussi le fait d'avoir chaud la nuit. Un apnéique, c'est une chaudière. Ils dorment parfois, été comme hiver, fenêtre ouverte, torse-poil sur leur lit, sans pour autant être gênés et avoir froid.
Les autres symptômes, c'est la transpiration, donc potentielle, et puis le fait de faire des rêves un petit peu bizarres, avec des impressions de chute dans des trous, des impressions de voler dans l'espace. Ça, c'est des rêves qui vont disparaître après la mise en place d'un traitement. Il n'y a pas une insomnie, mais il y a des insomnies. Il y a vraiment des insomnies extrêmement nombreuses et variées. En fait, ce qui conduit à l'insomnie, c'est un conditionnement négatif au sommeil, pour une raison X ou Y. On peut être insomniaque en s'endormant, c'est-à-dire c'est l'insomnie d'endormissement. On peut être insomniaque parce qu'on va se réveiller plusieurs fois dans la nuit. C'est ce qu'on appelle l'insomnie de maintien du sommeil, avec des gens qui vont se réveiller 2, 3, 4, 5 fois et qui vont avoir vraiment du mal à se rendormir, avec des éveils intra-nuit de une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dormir? Si on avait la réponse à cette question, eh ben, je pense qu'il n'y aurait plus d'insomniaque. C'est extrêmement difficile de gérer au plan thérapeutique l'insomnie. En fait, aujourd'hui, on commence à comprendre qu'en fait, probablement, le cerveau, dans son ensemble, ne dort pas de façon homogène. Et donc, il y a des parties du cerveau qui seraient presque endormies, tandis que d'autres ne sont pas endormies. Et c'est la résultante de toutes ces oppositions qui fait que le patient, la patiente, a l'impression de ne pas dormir. Mais là encore, je vous le répète, il y a vraiment plusieurs causes d'insomnie. Il y a de multiples causes d'insomnie. Paralysie du sommeil, en fait, c'est une parasomnie. Donc, c'est quelque chose qui survient de façon assez brutale, inopinée pendant le sommeil, et qui est complètement lié aux phases de rêve. C'est-à-dire, c'est un éveil, en fait, qui survient au cours du sommeil paradoxal, donc au cours du rêve, et la personne se réveille, elle a l'impression d'être dans une chape de plomb, sans pouvoir dire quoi que ce soit, sans pouvoir bouger quoi que ce soit. Ça peut durer un certain temps, et puis soit c'est déjà un phénomène connu, grâce au conjoint qui est réveillé, il peut y avoir une aide à un petit début d'activité motrice qui va faire complètement lever la paralysie du sommeil. En général, ça peut survenir de façon isolée, donc dans le cas de ces parasomnies, donc de ces anomalies, ou alors ça peut faire partie d'une maladie plus générale qu'on appelle la narcolepsie-cataplexie. Il y a peut-être un lien lié à l'anxiété, il peut y avoir un lien aussi avec un arrêt de médicaments antidépresseurs et un reboost du sommeil paradoxal. Maintenant, les paralysies du sommeil peuvent survenir chez les enfants, chez l'adulte jeune, l'adolescent. Il n'y a pas vraiment de caractéristiques de personnalité pour cela. Ça n'est pas non plus ultra fréquent. Le somnambulisme, c'est également une parasomnie, donc une anomalie qui survient au cours du sommeil. Le somnambulisme, c'est quelque chose qui survient, à contrario de la paralysie du sommeil, en sommeil lent profond. Alors, chez les petits, ça peut prendre plusieurs aspects. Chez les petits, c'est ce qu'on va potentiellement appeler les terreurs nocturnes. Je vais vous définir après à quoi ça ressemble. Il y a aussi les éveils confusionnels, c'est-à-dire quand on se réveille au cours du sommeil profond, on ne sait absolument pas qui on est, où on est et ce qu'on fait. Donc le somnambulisme, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être simplement un éveil dans le lit comme ça sans bouger, ou bien les personnes vont s'asseoir dans le lit, ou bien elles vont sortir du lit, déambuler dans la chambre, sortir de la chambre, sortir de l'appartement, potentiellement sortir de la maison, dans la rue. Il ne faut pas réveiller un somnambule. Il peut y avoir ce qu'on appelle des réactions d'échappement, c'est-à-dire que les enfants, notamment qui font des terreurs nocturnes, il vaut mieux les laisser tranquillement, leur parler très tranquillement et très paisiblement, mais ne pas les toucher, ne pas les prendre avec soi, sur soi, les laisser, et puis à un moment, de toute façon, ça va céder. Sinon, il peut y avoir des réactions d'échappement avec un enfant qui peut s'échapper, pourquoi pas se défenestrer. Attention aussi à tout ce qui va accentuer le risque de somnambulisme, et notamment les somnambulismes à risque, quand il fait très chaud, quand on a bu de l'alcool. Donc attention aux somnambules qui
chez eux, ont du somnambulisme et qui vont aller coucher, par exemple, un soir chez un copain ou une copine au 13e étage d'une tour en plein été alors qu'il fera 35 degrés dehors. Là, il y a des risques potentiellement de défenestration.